Les États-Unis ou la Chine, qui débarquera en premier sur la Lune? Alors que Pékin se montre de plus en plus ambitieux, le programme Artemis vise aussi à réaffirmer la prééminence des États-Unis et de l'Europe également dans la conquête spatiale. Avec nous pour en parler, Jacques Arnoux, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes historien des sciences, théologien, expert au Centre national d'études spatiales, auteur du livre Le voyage de l'espace aux éditions Transboréales. Donc, vous êtes expert au CNES. Alors, d'abord, l'actualité, trois taïkonautes, c'est comme ça qu'on dit en Asie, chinois s'apprêtent à décoller pour la mission du vol spatial habité Shenzhou 15, direction la station spatiale chinoise actuellement en construction. C'est une première dans l'histoire spatiale chinoise. C'est le grand retour de la conquête spatiale, comme au temps de la guerre froide? Alors, c'est une nouvelle première, parce que les Chinois ont accumulé les premières depuis le début de leur programme spatial, toujours ambitieux, avec des belles destinations et comme vous le disiez tout à l'heure, le désir d'aller sur la Lune. Alors, évidemment, on ne va pas sur la Lune d'un seul coup. En tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait. Et déjà, de terminer cette station spatiale, c'est pas tout à fait la première, mais ça commence à être une station conséquente. Et donc, ils envoient leur premier équipage, puisque cette station vient juste d'être terminée. Officiellement, d'ailleurs, il me semble que la Chine ne dit pas qu'elle veut aller sur la Lune. Oh, si, quand même, puisque encore récemment, lors d'un récent salon astronautique, a été montrée la nouvelle version de leur super lanceur, leur lanceur super lourd, dont la mission clairement présentée est celle de pouvoir amener un vaisseau jusque sur la Lune. La Chine a-t-elle remplacé l'Union soviétique ? Oui, on peut toujours jouer dans les jeux de comparaison, parce que quand vous dites Union soviétique, vous faites référence à la course à la Lune d'il y a 60 ans. Mais il s'est passé tant de choses en 60 ans, surtout pour nous les terriens par rapport à l'espace. Nous ne sommes plus du tout dans la même configuration. Il n'y a pas encore de Gagarine chinois. Voilà. Si, il y en a eu. Il était au début des années 2000. Maintenant, qui va être l'Armstrong chinois. L'Armstrong chinois. Ou l'Armstrong chinoise. Parce que, comme toujours, désormais, les femmes sont aussi dans l'espace. Ne serait-ce que ça a beaucoup changé. Mais vous disiez, je vous ai coupé donc sur la Chine. Ce qui a changé, vous dites, entre 50 ans, pourquoi ne faut-il pas forcément avoir ce prisme de comparaison? Simplement parce que regardez ce que nous, désormais, utilisons en termes d'espace tous les jours. Il y a 60 ans, quand Kennedy lance son pays à la course à la Lune, il n'y a aucun usage sur Terre du spatial. Vraiment, c'est réduit à rien. Alors qu'aujourd'hui, nous dépendons en permanence du spatial. Ne serait-ce que ça, je dirais. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 60 ans? Bien sûr qu'il y a eu la course à la Lune, la compétition. Et nous dirions, oui, la compétition, elle recommence aujourd'hui. Simplement que, quand il y a 60 ans, Kennedy a lancé la course à la Lune, il avait commencé par proposer à Khrouchtchev d'aller sur la Lune ensemble, proposer une coopération. À l'époque, en pleine guerre froide, mission impossible. Aujourd'hui, la compétition, savoir, comme vous l'avez dit, qui va arriver le premier, les États-Unis ou la Chine, nous verrons bien. Mais la coopération, elle a été établie dès 1975 entre les États-Unis et l'Union soviétique, et puis depuis avec énormément de pays. Pas la Chine, vous me direz. Oui, mais il y a quand même cette ambiance de coopération. Alors le futur proche pourrait être très différent. Alors il y a aussi Artemis, le programme de la NASA et de l'ESA, l'agence européenne, qui vise à ramener les humains sur la Lune. Dans cette bataille géopolitique, les Américains mènent toujours clairement le jeu? Oui, les Américains... Géospatial, si on peut dire. Oui, le jeu spatial, en l'occurrence. Mais c'est vrai que vous évoquiez l'Union soviétique, la Russie aujourd'hui. La Russie n'a plus les mêmes moyens, en tout cas n'engage plus les mêmes moyens qu'il y a 60 ans. En revanche, les États-Unis continuent à engager des moyens moindres que ceux du programme Apollo, mais non moins négligeables, parce qu'ils ont aussi une expérience incroyable. Et nous le voyons avec Artemis, et nous le voyons aussi avec les nouveaux entrepreneurs privés qui apparaissent. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même les leaders. Mais les Chinois, dans un style très différent, sans oublier le côté même privé, en tout cas de ce qu'on appelle privé en Chine, évidemment, et derrière, avec... communiquant peut-être un peu moins, mais posant pas à pas, vous voyez, comme vous le rappeliez, 3 taïkonautes à bord de la station, des missions qui partent pour la Lune régulièrement, des robots avec des premières. Le premier engin automatique à se poser sur la face cachée de la Lune, et sans doute dans quelques mois, le premier retour d'échantillons venant, automatique bien sûr, venant de la face cachée de la Lune. Donc eux aussi réalisent des premières que les Américains n'ont pas réalisées. Mais on voit qu'on se rend coup pour coup, parce que dans le même temps, il y a un record de distance détenu par Apollo qui vient de tomber. C'était Apollo 13 en 1770. C'est celle d'aller le plus loin dans l'espace, et c'est Orion qui vient de le battre avec cette mission Artemis. On voit qu'il y a aussi une bataille médiatique autour. Non, mais nous sommes bien placés ici pour savoir la place des médias dans notre société. Et effectivement, le coût des premières.
Mais c'est quand même pour dire que, attention, c'est pas parce que les Chinois ont démarré après les États-Unis que sur certains points, ils font eux aussi des premières et qui ne sont pas négligeables. Quand je parle de robots, c'est derrière quand même une technique évidemment bien éprouvée. Ça va très vite. Et puis c'est aussi de la recherche. Aller un peu plus loin que les missions Apollo, c'est sympathique en termes de première, mais d'un point de vue scientifique, ça n'apporte pas grand-chose. En revanche, ramener des échantillons lunaires de la face cachée de la Lune, voilà, le côté exploration est intéressant. Alors je reformule ma question. Oublions l'URSS, mais la Chine a-t-elle supplanté la Russie dans cette conquête ? Aujourd'hui, la Chine, évidemment, est devant la Russie en termes de réussite. Mais l'histoire, on ne peut pas oublier l'histoire, on ne peut pas oublier le savoir-faire et l'expérience toujours à l'œuvre des Russes, aujourd'hui au sein de la Station spatiale internationale. Ce sont des partenaires. Mais vous l'avez dit, il faut avoir des partenaires. Est-ce que la guerre en Ukraine ne va pas isoler la Russie ? Est-ce que c'est la fin de la coopération entre la Russie et les Européens notamment, ou les Américains ? Justement, vous illustrez ce que je disais tout à l'heure, la coopération avec les Russes a été suffisamment bien pensée il y a maintenant 20 ans, peut-être même 30 ans, au début de l'idée d'une station spatiale internationale, c'est que la combinaison entre ces deux pays est telle, en l'occurrence les États-Unis qui étaient leaders, et puis l'Europe et le Japon qui sont des partenaires de cette station internationale, la combinaison est telle qu'aujourd'hui, malgré les tensions sur Terre, à cause de la crise en Ukraine, eh bien, un des rares endroits qui reste un endroit de coopération, c'est cette station-là. C'est pour ça qu'on peut rêver demain d'un futur intéressant, en particulier avec la Chine. Alors vous dites on peut rêver, mais on peut aussi avoir peur. On sait que de tout temps, ce qui fascine l'humanité, c'est à la fois les fonds marins, fonds abyssaux. Il y a aussi donc l'espace très haut au-dessus de nos têtes. Vous êtes théologien. On a envie de parler aussi des enjeux éthiques. Est-ce qu'il y a des facteurs d'inquiétude, selon vous? Objectif Lune, objectif Mars, pour faire quoi? Alors, voilà la bonne question. Vous avez cité la Lune. Nous promettons la Lune, ou vous me promettez la Lune. Mars, ce sont des destinations magnifiques qui nous attirent. Mais pour y faire quoi? Il y a 10 ans, les Américains ont dit on ne retourne pas sur la Lune parce qu'on n'a pas d'objectif. Aujourd'hui, il y a un objectif, vous l'avez cité, il est plutôt géopolitique. Aller sur Mars, pourquoi faire? Nous y allons déjà grâce à des robots, parce que nous pensons qu'il y a sur Mars de quoi apprendre un peu plus sur l'origine de la vie. Voir s'il y a des traces de vie, déjà. Des traces de vie, donc la question de l'origine de la vie. Et quand on parle d'origine, on parle aussi des futurs possibles. Donc il y a des choses à faire. Et nous les faisons déjà aujourd'hui. Des vols habités, c'est aussi un objectif possible, mais aussi toute l'exploitation de l'espace. Et là, il y a des questions éthiques. Alors justement, en pleine crise énergétique, on entend déjà parler d'Eldorado. On pourrait penser que c'est de la science-fiction. On parle même d'énergie nucléaire sur la Lune, de fermes centrales solaires dans l'espace, des data centers décarbonés en orbite. On s'arrêtera là. Science-fiction, disent certains, sauf qu'il y a déjà des projets très sérieux en cours au sein même des gouvernements et chez les scientifiques. Oui. C'est là le risque, selon vous? Alors, ça peut être une chance. Si nous savons bien l'utiliser, ça peut être un risque. On a déjà puisé beaucoup sur Terre, on va les puiser ailleurs. Voilà, exactement. La question, c'est, attention, ceux qui nous disent on va faire beaucoup mieux dans l'espace que nous l'avons fait sur Terre, je ne les crois guère, parce que nous risquons fort de reproduire dans l'espace ce que nous faisons sur Terre. D'autant plus que les moyens qu'il faut engager, développer, les moyens techniques déjà, je ne parle même pas des moyens économiques qu'il faut engager pour pouvoir développer ce que vous citiez, des usines dans l'espace, des centrales énergétiques, ou aller exploiter l'hélium 3 alors qu'on ne sait pas l'utiliser sur Terre aujourd'hui. Tout ça, est-ce que nous ne pourrions pas consacrer autant d'énergie, peut-être pas en oubliant l'espace, mais consacrer autant d'énergie à mieux gérer les ressources que nous avons sur Terre et notre environnement? Et c'est là qu'il faut trouver un juste équilibre entre des rêves qui pourrait se transformer en cauchemar demain, et aujourd'hui, une vie difficile sur Terre que nous devons réinspirer. Alors l'Europe, que pèse-t-elle dans tout ce dossier? Emmanuel Macron est en campagne d'une astronaute et d'un astronaute. Alors l'Europe, vous en avez parlé évidemment ici, a eu une grande rencontre la semaine dernière, un conseil des ministres européens de l'espace. L'Europe s'est dotée d'un budget encore en croissance parce que l'enjeu, c'est d'être toujours présent. Nous avons effectivement des collaborateurs, enfin des partenaires. Ce sont les États-Unis, la Chine. La Chine est un partenaire de l'Europe. Nous avons énormément de programmes avec eux, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que nous n'allons pas ensemble sur la Lune que nous ne travaillons pas ensemble. Même sur la Lune, il y a des projets aujourd'hui qui sont... Mais il faut de l'argent. Les demandent aux pays membres de mettre un peu plus la main à la poche. Mais ce qui a été le cas. Bon. Et
L'enjeu, c'est d'être présent dans l'espace qui est en train de se faire. Parce que si demain, nous voulons, en tant qu'Européens, donner un certain esprit. Vous parliez tout à l'heure, Dominique Simonet parlait des États-Unis et de la France avec la démocratie, enfin, ce qui nous inspire. Si nous voulons continuer à donner cet esprit humaniste et démocratique dans l'espace, nous devons être présents comme Européens. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a, Jacques Arnoux, dites-moi si je me trompe, comme un parallèle entre la place de l'Europe qui se cherche et qui est toujours un peu vue, à tort ou à raison, comme le valet des États-Unis, et dans l'espace, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a les compétences, il y a la qualité, mais il ne faut pas dépasser les États-Unis. Attention. Et qu'on est entre la Chine et les États-Unis, il y a ce parallèle. Le terme de valet, il est dur. Il est un peu dur. Donc je ne souscrirai pas à ce terme-là. En tout cas, qu'on est suivi, que l'Europe est suiviste, en tout cas. Si à ma place, il y avait Sylvestre Maurice qui pilote un instrument qui est aujourd'hui sur Mars, sur le rover américain, ce rover ne servirait à rien s'il n'y avait pas cet instrument-là. Un valet n'a pas cette fonction-là. Vous pouvez remplacer un valet. Vous ne pouvez pas remplacer aujourd'hui le magnifique instrument qui a été... Donc sans l'Europe, la NASA... Donc, la même chose aujourd'hui. La capsule Orion qui orbite autour de la Lune, il y a un élément européen qui n'est pas du tout secondaire. Ce n'est pas un valet qu'on remplace par un autre. Donc ce qui est important... Alors, nous pouvons toujours faire mieux. Il y a eu... La question des vols habités européens a été discutée la semaine dernière et elle a été pour l'instant écartée, ou à nouveau écartée. C'est des questions aussi de moyens et justement de partage des budgets. Il y a des moments où aussi il faut être raisonnable. Bien sûr. Mais en revanche, c'est pas pour ça que l'Europe va quitter le vaisseau et c'est pas pour ça qu'il va prendre une place de valet. Il prend une place de second, il prend une place voilà, un apport essentiel. Et les États-Unis nous font confiance, comme les Chinois aussi à leur manière nous font confiance. Ils font confiance à d'autres pays parce qu'ils savent que tout seuls ils n'y arriveront pas. Et dans l'espace, c'est vraiment nécessaire. Et une question pour finir, dites-moi si ça va changer ou pas, mais c'est vrai que jusqu'ici, il y a un compromis, tout le monde est d'accord. Tous les États disent pas de militaires dans l'espace, pas de satellites à des fins militaires, pas de guerre. Mais est-ce que ça a fait long feu? Est-ce que vous pensez que ça peut être... au risque de vous contredire, il y a du militaire dans l'espace. Il y a des satellites militaires espions depuis 60 ans. Les premiers, l'espionnage, le contrôle, les télécommunications, tout ça, aujourd'hui... Aucun grand pays ne peut mener une opération militaire sans l'usage des satellites. Donc, il y a une militarisation de l'espace depuis très longtemps. La question, c'est celle que vous évoquez, c'est-à-dire de là à avoir des actes militaires violents dans l'espace. Est-ce qu'un jour nous passerons cette frontière-là? Il faut savoir une chose, c'est que dans l'espace, au moins autour de la Terre, il faut faire très attention aux débris. Si vous allez détruire le satellite d'un ennemi, au tour suivant, les débris de ce satellite ennemi vont détruire votre propre satellite. Et on a vu récemment qu'une fusée chinoise, ça peut être très dangereux. Nous sommes des géants aux pieds d'argile dans l'espace, d'où une certaine prudence. Tant mieux si cette prudence permet de ne pas introduire des conflits violents dans l'espace. Merci beaucoup, Jacques Arnoux, expert au SNES. Merci pour votre éclairage si précieux pour mieux comprendre ces enjeux.